La prochaine table ronde d'aujourd'hui, c'est une discussion au sujet du handicap et des soutiens liés à la santé. Donc, encore une fois, nous avons tellement de choses à discuter, y compris le coût de l'équipement médical, de la fourniture médicale, comment les résultats des enfants sont influencés quand les coûts représentent une barrière. Quel rôle les appareils accessifs jouent dans le rôle d'une famille. Pardon. Et ultimement, nous voyons où cet aspect de pauvreté qui est soulevé encore et comment les défis financiers affectent les familles. Donc, aujourd'hui, nous avons Jennifer Bombush, qui est professeure à l'école de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle fait de la recherche sur l'impact des mesures de santé publique sur les familles et les enfants qui ont des troubles complexes, parmi tant d'autres choses. Et il y a le docteur Olaf Alstalago, qui est professeur associé à l'Université McMaster. Il est co-directeur pour la recherche des handicaps et il pratique comme pédiatre à Hamilton, en Ontario. Et Brenda Lanahan est notre animatrice. C'est une maman qui a un jeune enfant qui a des troubles complexes et elle a été nommée au Conseil consultatif national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et au Conseil consultatif du ministre pour les enfants et les jeunes ayant des besoins de soutien en Colombie-Britannique. Brenda, la parole est à vous. Merci, Amanda, et bienvenue, Jennifer, Olaf. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vous laisser établir le ton et entamer une discussion qui pourrait être très intéressante. Nous allons commencer avec vous, le docteur Olaf. Ah, désolé. Alors, je peux commencer. Et donc, je m'appelle Olaf et je suis, premièrement, félicitations pour avoir organisé cette conférence. C'est un événement incroyable. Je suis vraiment émue et je crois que, en fait, j'ai jamais participé à un genre d'événement comme celui-ci ou une conférence comme celle-ci. Donc, c'est énorme. Donc, merci, c'est vraiment génial. Aussi, pour vous parler un peu de mes antécédents, j'ai un accent allemand, donc je suis née en Allemagne et j'ai un nom étrange parce que j'ai grandi au Brésil et j'ai étudié la médecine au Brésil et j'ai fait l'expérience de différents types ou différents niveaux de pauvreté et en tant que omnipraticien, j'ai étudié dans une université publique et les étudiants qui fréquentaient l'université s'occupent des gens qui ne peuvent pas se payer des soins de santé privés. Et donc, ça pointe vers les choses dont je veux vous parler, la différence entre les systèmes de santé privés et publics. Et donc, j'ai eu l'expérience de ces deux paliers au sein des sociétés et les tensions que ça crée et des inégalités que ça crée. Et donc, je suis redéménagée en Allemagne. J'ai travaillé pendant 17 ans en Allemagne et il y a un système de soins de santé public. Il y a des centres de développement à l'enfance. Il y a aussi des centres de soins pédiatriques. Il y en a plus de 200 en Allemagne. Et chacun de ces centres compte plusieurs omnipraticiens, spécialistes qui offrent des soins pour les enfants vivant en situation de handicap. Et c'est comme le Cadillac des services. Maintenant, je suis au Canada depuis 15 ans et en 15 ans, j'ai été témoin de la diminution des services et le temps d'attente croissant. Et afin que je puisse voir un nouveau patient, il y a une liste d'attente de 2 ans. Pouvez-vous vous imaginer si un enfant présente certains troubles de développement, ils doivent attendre jusqu'à 2 ans et souvent, il y a ces 2 années perdues par rapport à l'intervention précoce et d'autres activités. Et donc, au cours des dernières années,
à cause de la pandémie, nous avons remarqué, en fait, ça c'est mon observation en clinique. Je pourrais vous ajouter des données scientifiques, mais ce que j'ai vu du point de vue des patients, c'est qu'il y a vraiment une inégalité par rapport à comment les familles peuvent aborder ces situations. Souvent, il y a les familles qui ont beaucoup d'argent pouvaient rester à la maison durant la pandémie et enseigner à leurs enfants. Et ces enfants ont réussi beaucoup mieux en matière de résultats scolaires que les enfants qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des tablettes et des téléphones intelligents, etc. Et parce qu'on a travaillé avec un enfant tous les jours, c'est une des choses qu'on a réussi à atteindre durant la pandémie et on n'aurait probablement pas eu ce même résultat si l'enfant allait seulement à l'école. Et donc, ça vous donne une idée des soutiens qui existaient déjà avant la pandémie. Et donc, les familles qui avaient des enfants avec des troubles de comportement qui n'étaient pas en mesure de sortir dehors ou d'obtenir du répit. La question de journée de congé payée lorsque votre enfant est malade, c'est un des enjeux qui existent. Et j'ai l'impression qu'une conférence comme celle-ci, là où nous avons des discussions et que ces conférences sont sur Zoom, il est très important en tant que pays de travailler ensemble en tant que groupe qui contient des variétés de handicaps et une variété de différentes situations, d'arrêter de devoir supplier pour obtenir du soutien. Ça devrait être disponible pour tous et toutes, parce qu'à un moment donné dans notre vie, il est possible que nous nous retrouvions en situation de handicap. Pensez au vieillissement de la société et qui va prendre soin de toutes ces personnes âgées. Et donc, tout système que nous mettons en place va bénéficier à tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, pas seulement 20 de la population qui sont en situation de handicap. Et donc, je crois que ce genre de conférence ici est une première étape vers la bonne voie. Mais je suis aussi consciente du fait que c'est un sujet qui a été discuté depuis de nombreuses années. Et il y a peut-être une masse critique en ce moment qui peut faire bouger les choses. Merci. Merci. Oui, j'espère bien que nous pouvons faire bouger l'aiguille. Lors de la prochaine table ronde, nous allons avoir des gens qui travaillent, qui font du travail de plaidoyer et nous allons examiner les programmes qui existent en Australie. Donc, ça va être intéressant d'examiner ça. Jennifer, j'aurais dû commencer avec vous, désolée. Aucun problème. Ça me faisait plaisir d'y aller en deuxième place. Alors, ça me fait plaisir de faire partie de cette table ronde avec le docteur Olaf. Et merci, Brenda, parce que je sais qu'en plus de tous les autres chapeaux que tu portes, organiser une conférence de ce genre est une chose qui souvent, vous avez du personnel à temps plein et donc, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup d'avoir organisé ceci. J'espère bien que demain et ensuite, vous allez avoir le temps de vous reposer et de récupérer. Et donc, j'aimerais me présenter et le genre de travail que je fais. Et donc, je suis arrivée ici comme une personne qui n'avait pas vraiment pensé au handicap jusqu'à ce que j'ai ma fille il y a 20 ans et elle a une différence génétique très rare. Donc, nous avons été lancés essentiellement dans un nouveau monde dont nous n'étions pas conscients et nous nous sommes sentis très seuls parce que sa différence est rare. Et ces médecins disaient, ben, on apprend d'elle, donc on ne peut pas vraiment vous dire à quoi va ressembler le futur. Donc, nous avons passé les 20 différentes années à naviguer au travers des différents services, des différents programmes et des expériences personnelles des gens. Et donc, alors que j'ai étudié pour mon doctorat et que je suis devenue membre de la faculté à l'Université de la Colombie-Britannique, nous partageons des expériences avec plusieurs autres familles et nos expériences sont très semblables. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche au niveau des familles ayant des enfants
vivant en situation de handicap complexe parce que c'était l'expérience de notre famille. Ce sont des enfants qui passent beaucoup de temps à l'hôpital, ils doivent voir beaucoup de spécialistes, ils ont besoin de beaucoup de soutien dans leur vie quotidienne et sont probablement sur le continuum de personnes vivant en situation de handicap, des personnes qui ont besoin de plus de services. Et donc, je faisais cette recherche avant la COVID et durant la pandémie, j'ai été assez chanceuse de recevoir du financement pour continuer mes recherches. Et donc, les enfants qui ont des handicaps complexes représentent environ 1 de la population. Et donc, nous faisons une étude où nous interviewons des familles et nous leur demandons de compléter des journaux intimes pour nous remettre cela une fois par mois afin de documenter leurs expériences. Et donc, j'aimerais vous partager certains résultats de recherche parce que nous avons aussi capté les coûts auxquels les gens ne réfléchissent pas quand ils n'ont pas d'enfants avec un handicap. Le docteur Olaf en a déjà parlé un peu. Les inégalités au sein des familles par rapport à les familles qui ont accès à des ordinateurs, des tablettes et ceux qui n'ont pas accès. Et donc, toutes ces choses ont un impact sur les familles aussi qui demeurent dans les régions rurales. Et je vais vous parler de ça un peu plus. Mais pour terminer mon introduction, j'aimerais partager des écrits dans un journal intime d'une famille. Et ça, c'est une maman d'une jeune adolescente qui a des troubles complexes. Elle a écrit ceci dans son journal. C'était l'occasion pour eux d'écrire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune ligne directrice. C'était à propos de comment vous sentez-vous, quel impact ça a sur vous en ce moment. Et elle a écrit, les parents, on s'attend à ce que les parents subviennent à tous les besoins quotidiens de leurs enfants. Quand vous avez un enfant qui a des besoins complexes, ça empêche un parent de travailler de faire un travail salarié. Ça les mène à la pauvreté et des difficultés financières pour la plupart des familles et ça a des impacts à long terme très sérieux sur les familles et empêche les familles à gagner suffisamment d'argent pour aider leurs enfants à la longue. Moi, j'étais l'aidante pour une fille qui était en soins palliatifs et je dois travailler 24 heures par jour et sans salaire. Je suis sur appel pour les besoins de mon enfant 24 heures par jour avec aucun répit. L'argent que nous dépensons, y compris les gros montants pour payer des soins de ma fille, sont plus élevés que le revenu de mon mari. Et donc, ça crée beaucoup de fardeaux et ça a des impacts considérables à long terme. Et donc, je vais vous redonner la parole, Brenda, afin que nous puissions discuter de ces enjeux. Merci beaucoup. C'est à propos des histoires que vous partagez. C'est une histoire très fréquente. Il y a certaines petites différences, mais l'instabilité, les difficultés financières et la pauvreté est inévitable. Et souvent, les coûts sont très élevés et les obstacles à l'emploi sont aussi très présents et très élevés. Et donc, je vais vous poser une question pour stimuler les discussions. Et donc, la question est à savoir si vous pourriez partager des exemples de votre expérience clinique, Dr. Olaf, ou des expériences vécues par rapport aux dépenses quotidiennes qui ont un impact sur les résultats de santé. Alors, et ensuite, j'aimerais vous laisser la parole. Olaf, vous êtes sur le mode muet. Et donc, il y a deux aspects. Premièrement, les dépenses en soi, les coûts en soi, et comme Khadija l'a mentionné auparavant, elle doit payer 25 du fauteuil roulant. Et selon le fauteuil roulant, ça peut coûter plus qu'une voiture. Et donc, c'est un montant d'argent considérable. Et rajouté à cela, il existe souvent la lenteur qui existe avant d'obtenir l'appareil, l'améliorer, l'adapter pour la personne. Et durant ce temps où la personne n'a pas de fauteuil roulant,
la personne n'a pas l'occasion de faire d'autres activités. Donc, cet enfant ne peut pas participer. La famille ne peut pas sortir et aller faire les choses qu'elles veulent faire ensemble. Et ce sont tous des aspects qui sont ajoutés aux difficultés financières. Donc, nous avons besoin de discuter non seulement les montants d'argent que ça coûte pour donner des soins à une personne vivant en situation de handicap, mais les chiffres d'aujourd'hui, ça coûterait environ 40 000 $ par année sur toute la vie d'une personne, de coûts additionnels au-dessus des coûts normaux de la vie. Et de la part des autres parents qui ont parlé auparavant, il y a tellement différents silos qui existent, qui mènent à déterminer qui paie pourquoi et à quel moment est-ce que c'est remboursé, à quel moment est-ce que c'est payé. Et ce sont des enjeux qui peuvent être résolus sans avoir à dépenser de l'argent parce que ce sont des problèmes administratifs qui ne coûtent rien. En ce moment, ça coûte beaucoup plus d'argent à administrer tous ces systèmes que d'offrir les services aux parents. Et il y a beaucoup de choses que les gens ont droit à avoir, mais c'est trop difficile d'y accéder. Donc, je crois que ce serait une première étape d'organiser les systèmes différemment afin que ça puisse être amélioré. Absolument. Et durant tout ce temps-là, les familles doivent prendre le temps pour remplir les formulaires, aller au rendez-vous et faire des suivis et faire une demande auprès d'une œuvre caritative pour combler les écarts, ainsi que d'être sans emploi. Et donc, c'est une barrière et ça empêche les parents d'être avec leurs enfants en tant que maman ou parents. Jennifer? Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'on a à partager. Dans nos études, nous amassons de l'information au sujet des dépenses mensuelles que les familles doivent payer de leur propre poche. Gardez en tête que ce sont toutes des choses que les familles sans enfants handicapés sont en mesure de dépenser sur des activités de divertissement, des vacances, etc. Et donc, ce sont des choses que les gens qui ont un membre de la famille vivant en situation de handicap, ces personnes doivent payer. Souvent, les personnes qui ne sont pas impliquées dans le domaine de la santé sont renversées d'entendre le coût des choses parce que tout le monde croit que tous les services sont couverts sous un système universel de soins de santé. Ce n'est pas vrai. Les familles nous ont partagé qu'ils doivent payer pour les soins dentaires à 250 $ par mois, par exemple, des ordonnances, des médicaments sur ordonnance, d'autres types de médicaments sans ordonnance, 40 $ par mois, l'équipement, 700 $ par mois, la thérapie, 300 $ par mois, par exemple. Les gens ont payé jusqu'à 1 200 $. Et je crois que la chose qui a un impact sur la plus grande partie des familles, ce sont des rénovations pour faire en sorte que leurs résidences doivent être accessibles. Quand les enfants sont plus petits, c'est facile de les prendre dans leurs bras et les transporter, mais au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils ont besoin de plus de soutien. Et donc, cette situation nous a frappés en 2013 quand notre fille ne pouvait plus marcher ou gravir les escaliers. Et donc, nous avons eu besoin d'installer une plateforme dans notre domicile et on a découvert que ces dépenses ne sont pas couvertes. Et afin de faire en sorte que ce soit aussi accessible que possible pour elle, ça a coûté 20 000 $. Ensuite, il faut penser aux véhicules nécessaires qui peuvent coûter jusqu'à 80 000 $. Et donc, quand la personne ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas quitter sa communauté et les familles, souvent, ne peuvent pas trouver des résidences accessibles. Le système de transport en commun n'est pas accessible. Et parce qu'on ne peut pas se procurer un véhicule pour personnes handicapées, on a de la difficulté à être libre de sortir. Et donc, ça représente beaucoup des dépenses pour ces familles. L'autre chose que nous avons apprise des familles et une des choses que nous avons recherchées durant la COVID, c'est il y a des familles du Yukon qui peuvent participer sur Zoom
Ça nous serait pas venu en tête à savoir de comment les recruter. Mais les familles qui vivent à distance des centres pédiatriques, par exemple, si vous vivez en Colombie-Britannique, vous pouvez aller à l'hôpital pour enfants. Ça représente de nombreux voyages par année. Il y a des familles qui sont déménagées dans des centres ruraux parce que ça coûte moins cher, mais c'est plus difficile d'accéder à des soins de santé. Parfois, il n'y a pas de coordination. Et une des familles a parlé à quel point c'était important pour eux durant la pandémie que la toute première fois, une des équipes spécialisées s'est rendue dans les régions du nord de la Colombie-Britannique et ils ont dit, pour la première fois dans ma vie, j'ai pas eu à faire mes valises pour voyager dans un centre urbain pour aller à un rendez-vous de quelques minutes. Et donc, malheureusement, ce service n'a pas perduré parce que la pandémie, nous sommes rendus ailleurs. Ce n'est pas terminé, mais nos familles composent définitivement avec ceci. Et donc, ils gardent nos enfants en santé. Et donc, je crois que parfois, ça met au défi les mythes que les gens ont autour des coûts que nous devons débourser. Et chaque jour, nous tombons de plus en plus dans la dette parce que ces coûts sont sans limite. Alors, pour ajouter à ce que vous venez de mentionner, un ou une de mes collègues m'a demandé la semaine dernière, je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez pour être panéliste. Que pensez-vous? Que pouvons-nous faire? Je crois que c'était un ou une travailleuse sociale. Alors, que pouvons-nous faire pour les aider? J'ai répondu, la première chose, c'est arrêter de charger des frais de stationnement. Ça coûte 20 $ pour stationner lorsqu'on va à une consultation de 1 heure. Et il y a tellement de parents qui peuvent obtenir des consultations par le biais de Zoom maintenant. Alors, notre collègue a écrit un article qui a dit « Ne retournons pas à la nouvelle normalité. Alors, utilisons ce que nous avons appris durant la pandémie pour réduire les barrières devant les familles. » Exactement. Le stationnement, par exemple. Durant la pandémie, on ne chargeait pas le stationnement à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Et quand vous avez mentionné cette chose en particulier, à ce moment-là, les parents choisissent les soins virtuels. Et c'est très pratique, mais on ne veut pas que les parents aient à choisir des soins virtuels à tout moment. Et de dire que, bon, ils ne vont pas à l'hôpital à cause qu'ils ne peuvent pas se payer le stationnement. Évidemment, je l'ai comparé à les différents casinos ici en Ontario sont régis par le gouvernement provincial et les gens ne payent pas de stationnement pour aller au casino. Donc, vous pourriez charger ces gens-là pour le stationnement. Voilà une solution. Oui, je vis en campagne plus loin, mais les soins virtuels aussi, si on équilibre virtuel et en personne, ça réduit beaucoup nos frais de déplacement. Mais alors que nos frais de déplacement sont payés en Colombie-Britannique, mais quand même, il faut prendre du temps de son travail pour se déplacer. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ne peuvent pas tenir certains emplois. Si on pouvait faire plus de rendez-vous virtuels, ça nous permettrait de rester dans nos communautés plus. Et donc, ces équipes mentionnées par Jennifer, ça serait bénéfique pour les mêmes raisons. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose à ce moment-ci de la discussion? Oui, quelque chose que je voulais ajouter, c'est autour des soins des thérapeutiques des alliés, hein, l'orthophonie, etc., sont couverts dans notre système de santé sans réalisant qu'ils ne le sont pas et que parce que bon, on sait que dans notre famille, il y a plusieurs de nos familles pourraient avoir accès, par exemple, à des soins psychologiques. Et donc, en Colombie-Britannique, et Brandon le sait, notre gouvernement a augmenté leur copaiement pour
la thérapie. Et ce qui s'est passé là, c'est que certains professionnels ont décidé d'augmenter leurs frais de service. Alors, le coût net pour les familles ne change pas. Alors oui, je comprends que les thérapeutes doivent être payés pour leur temps et je ne dis pas qu'ils devraient être sous-payés, mais en pensant à ce changement de politique, il n'y avait personne à la table pour dire, hey, attendez, là, qu'est-ce qui arrive si le thérapeute décide d'augmenter leurs frais, les gens vont payer le même montant pour la thérapie. Alors bon, certains de ces programmes qui sont préparés à l'appui de nos familles ont une composante de copaiement en Colombie-Britannique, par exemple, avec nos soins aux possibilités de repos. Et il y a une composante de copaiement de la part du gouvernement. Et parfois, les biais que certaines personnes ont envers les familles avec personnes handicap, quand je soulève le problème, je dis, écoutez, vous devez être reconnaissant pour ce programme. Oui, les familles devraient payer un certain montant, parce que vous savez, ça voilà. Et c'est vraiment choquant que certaines de ces attitudes sont encore si profondément ancrées. Oui, vous devriez payer plus parce que vous avez un enfant avec handicap. Hein? Alors, une attitude que l'on retrouve dans différentes couches de la société et il faudrait y voir. Surtout lorsqu'il y a des changements politiques qui entrent en jeu, de pouvoir avoir des gens qui ont vécu ces expériences pour dire, mais qu'est-ce qui arriverait si? Parce qu'on sait que ces choses vont se produire. Mais peut-être qu'on n'y pense pas nécessairement par ceux qui effectuent ces changements, mais qui n'ont pas les mêmes expériences que nous. Oh, je crois que vous êtes très gentil dans vos paroles. Je pense qu'ils ont pensé à tout ça. Ils savent très bien comment le marché fonctionne. C'est pas une surprise. Ben oui, en fait, pour partager une partie de cela, ça revient à ce que vous avez dit, docteur, sur privé comparé au public. Mais une partie de cela, d'après ce que j'ai pu voir, sous anecdote, plusieurs de ces thérapeutes ont augmenté leur coût. Ben oui, il y avait une augmentation de la coût de la vie. Une partie des coûts étaient payés par le gouvernement. Donc, il disait que les parents n'ont pas payé l'excédent de leur poche. Mais ça ne semble pas très éthique, certaines choses, que il y a une grande compagnie privée qui a reçu un contrat ici également. Ils font du financement direct pour les parents et aussi des contrats privés. Je crois qu'il faut faire très attention de cela lorsqu'on voit développer de nouveaux systèmes, à quoi ça ressemble. C'est pas seulement le privé, le prodigueur du service privé, mais à profit. C'est du soin de santé à profit. C'est ce qui semble se produire maintenant de plus en plus. Il faudrait y porter attention dans notre système. Oui, je voulais simplement ajouter, Brenda, je pense que les gens pensent que les seules conséquences de ces situations, c'est la pauvreté ou les enjeux financiers. Mais il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, en fait, des États-Unis, qui démontre que même parmi les groupes de mères avec des enfants avec handicap, il y avait ceux qui vivaient dans la pauvreté, qui avaient des problèmes de santé mentale également, alors qu'on poussait les familles de plus en plus en pauvreté, on voit aussi l'impact sur la santé mentale. Ce n'est pas quelque chose qui impacte votre compte en banque, ça impacte toute votre personne, toute votre famille, et donc de trouver des façons d'appuyer les familles pour qu'elles ne soient pas de plus en plus ancrées dans la pauvreté et dans les dettes. Avec le temps, il faudrait s'adresser à ce problème et tout le besoin d'une conférence comme celle-ci. Oui, il y a tellement de couches à tout cela. En fait, je voulais demander, je voulais me demander, que voyez-vous comme étant les changements de société qui doivent se produire au fédéral ou provincial pour s'assurer que tous les enfants et familles aient un appui de santé adéquat? Est-ce que vous voyez qu'il y aurait peut-être d'autres juridictions vers lesquelles on devrait se tourner? Qui veut se lancer? Bien, ouais, je vais y aller avec quelques éléments. Je pense que pendant la pandémie, il y avait des allocations pour ceux qui donnaient des soins.
et ils recevaient un montant mensuel. L'expérience de plusieurs de nos familles, c'est qu'elles étaient déjà dans cette situation, mais donc elles ne pouvaient même pas se qualifier pour ce programme. Alors, un remboursement d'impôts n'aide pas nécessairement euh, les familles, mais d'avoir de l'argent dans leur compte en banque qu'elles peuvent utiliser sans contrainte. Et c'est un élément clé qu'il nous faut introduire. Et l'autre étude qui est sortie récemment et qui circule parmi les familles, c'est l'étude du Colorado où les soins à la maison, financés directement, ils ont pu engager des gens pour recevoir de l'aide à la maison et avec une comparaison par la suite entre les parents qui ont quelqu'un qui est engagé, qui n'est pas, fait pas partie de la famille. Bien, quand j'ai commencé à faire de la recherche à 20 ans, on pouvait même pas parler de ça. On disait, comment oserez-vous même suggérer qu'il faudrait payer un membre de la famille pour s'occuper de la famille? Alors, les choses commencent à changer. Elles ont commencé pendant la pandémie. Nous avons vu un énorme impact sur la, la, les- les- la pénurie de travail, de personnes qui prêtes à travailler. Et en Colombie-Britannique, ceux qui donnent des soins sans être payés, le montant de leur travail est équivalent à 8 milliards de dollars. Alors, quand on voit ces sommes-là, cette idée qu'on devrait peut-être payer des gens. Mais on a vu des familles pendant la COVID, alors qu'on n'avait plus de flexibilité sur comment dépenser certaines sommes, comme l'argent pour du repos, que les gens pouvaient se tourner plus vers leur famille. Et donc, cette flexibilité a aidé à plusieurs niveaux. Et ce sont là, je pense, des choses auxquelles il nous faut penser. Euh, mais si l'on écoute les familles, ben, ça leur prend plus d'argent. Simplement, et plus de flexibilité sur comment elles dépenseraient cet argent et plus de confiance aussi que les familles savent quoi faire et savent la meilleure chose à faire dans ces différentes situations. C'est là vraiment où je verrai euh, la nécessité de modifier le système sur ces enjeux. Et puis voilà, puis mettrai les informations sur l'étude du Colorado dans le clavardage pour ceux qui voudraient voir de plus près. Merci beaucoup. Très heureux de voir qu'il y a de telles recherches. Il y a beaucoup de travail fait aux États-Unis autour de ces paiements aux membres de la famille qui donnent des soins et un mouvement au Canada qui commence aussi autour de ces aidants naturels. Docteur Olaf, un mot là-dessus? Eh bien, l'aspect de prodiguer des soins, ça se passe aussi en Allemagne et des discussions dans la société euh, où les gens vieillissent et de plus en plus de personnes en arrivent à un âge de retraite et où les mères, y compris la mienne, qui n'ont jamais travaillé. Et si leur partenaire décède, leur pension est réduite parce qu'elles n'ont pas à payer à aller en fonds de retraite. Elles ont cependant élevé 3 enfants et ont payé euh, un petit enfant, enfant de leur enfant, qui peut avoir certains handicaps. Alors, il faut couvrir ce travail, le considérer comme étant du travail, ça doit être reconnu, accepté et rémunéré comme tel. L'autre élément sur les congés payés aussi, pendant la COVID, nous avons vu ça et je pourrais partager là une histoire. Il y a euh, différentes façons à travers le monde comment ces congés payés sont rémunérés, couverts. On a vu, par exemple, pour les enfants en pédiatrie, où le superviseur dit, ben, comment doit-on gérer les choses s'ils sont malades ou s'ils doivent s'absenter. Hein, si on se concentre sur le bien-être des enfants, on devrait donner l'exemple. Alors, voyons ce que d'autres pays font. Et une fois de plus, il y a des pays qui donnent des congés payés pour plus d'un mois à la fois par an, ou un congé payé pour chaque enfant qui est malade pendant cette période, d'où si c'est un parent unique, ils ont double de temps de temps payé, sans congé payé. Alors, oui, ce sont là des questions importantes qu'il faut poser. Et j'ai vu sur le graphique que Kelly prépare
de mettre que c'est un besoin médical. Et je suggérerais ici de ne pas trop se concentrer sur un seul secteur parce que ce sont des besoins qui traversent différents secteurs. On parle d'éducation, de bien-être, de santé, d'aide sociale. Et le danger que je vois, c'est que chaque fois qu'on s'adresse à un ministère, un département isolé, cela permet une exclusion, des discussions, l'exclusion de certaines discussions parce que, bon, c'est seulement une situation sociale, donc on n'impliquera pas d'autres politiques, d'autres départements. Ça dépend d'où vous vivez, bien sûr, mais vous vivez dans des régions éloignées, c'est votre problème, vous devez payer pour le déplacement. Non, non, ce n'est pas comme ça. L'accessibilité doit être là pour tous et toutes, et ce sont là des aspects, et j'ai vu cela par exemple en Finlande, et, et ils ont consolidé le ministère de la Santé et des Ressources. Vous avez de l'appui selon vos besoins, peu importe que ce soit un besoin social ou médical. Vous avez un besoin, vous êtes citoyen, vous êtes évalué, vous avez de la valeur aux yeux du public, vous êtes citoyen et il ne devrait pas y avoir de division quant à la source de l'appui qui vous provient. Alors, il faut voir comment organiser notre système d'appui et si ces systèmes d'appui sont efficaces et s'ils aident vraiment. Oui, une excellente discussion à avoir, hein, les défis d'un ministère à l'autre, les écarts et les trous dans lesquels les gens tombent entre les différents ministères. Euh, Quelqu'un dans le système de la santé va écrire une lettre justifiant une chaise roulante, mais c'est la famille, enfin, c'est le ministère de la famille et des enfants qui fournit cette chaise roulante sans aucun appui médical. Enfin, ils peuvent refuser ces requêtes. Ah, c'est un véritable enjeu, absolument. Et il nous faut voir cela de plus près et voir comment d'autres juridictions, quand vous avez parlé de Finlande, oui, intéressant. Jennifer, approche presque de la fin de notre panel. Veux-tu dire quelques mots? Oui, certainement, décomposer cet isolement, de démolir ces murs, hein, l'image classique que nous avons de tomber entre les failles du système de voir la transition entre les services pédiatriques et adultes, par exemple. Ça se produit constamment à travers la vie d'un enfant et son développement d'un enfant, surtout les enfants avec handicap. Alors, ma fille, Eleanor, a eu près de 2 douzaines de diagnostics médicaux et il y a une partie du système qui parlait d'autisme, là, de déficience intellectuelle, de complexité médicale, mais il n'y a rien vraiment qui couvre tout. Alors, on se trouve là à tomber dans des trous et dans des impasses. Et cela ne dessert pas bien la population. Dr. Olaf a bien dit que 20% de la population est handicapée. Alors, avec des soins médicaux et sociaux améliorés, nous voyons plus d'enfants avec certains problèmes d'handicap grandir, croître, mais on ne veut pas que les gens tombent entre ces trous, entre ces écarts et de démolir un peu ces murs et de comprendre qu'une personne, c'est une personne entière, holiste, et puis il y a une plénitude à cela qu'il faut voir dans nos politiques, dans nos programmes, dans nos modèles de financement également. Absolument, tout à fait d'accord. Bon, merci à tous les deux, à toutes les deux, en fait. Il y a tellement d'expertise ici, il y a tellement d'expertise, on pourrait continuer d'en parler sûrement. Et il y a de gros morceaux là, et, il y a l'appui financier, l'appui aux soins à donner, et tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Les gens, des choses que bien des gens ne voient pas, ça aide d'avoir ce genre de conversation et de mettre de la lumière là-dessus. Et j'espère que ce qui se produira à partir de là, eh ben, j'espère que nous pourrons nous réunir et que vous ferez toutes les deux parties de cela et d'avoir une conversation continue et d'y inclure plus de personnes et de voir si l'on peut effectuer de bons changements. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été ici et pour le travail que vous faites toutes les deux. Merci, c'est très apprécié.